Bon, écoutez, je vous propose de commencer ce webinaire, alors qui a vocation évidemment à nous animer là pendant une petite heure, mais je vous propose que oui, on se prenne une heure environ, mais qui sera ensuite diffusé. Donc ne faites pas de grimaces à l'écran, et puis soyez ensuite, pour ceux qui vont intervenir, en tout cas concis dans le propos, parce qu'évidemment, ce webinaire a vocation, au-delà de la centaine de personnes qui seront là, à être diffusé plus largement auprès de vos réseaux et auprès des potentiels élus, potentiels candidats qui ont envie d'en savoir plus sur ces questions de vieillissement. Donc voilà, c'est à la fois un moment qu'on va partager là maintenant entre 11 heures et midi, mais c'est aussi un outil qui a vocation à être diffusé par vos propres associations et par les réseaux sociaux, pour que ceux qui ont envie d'être sensibilisés aux questions de vieillissement que vous connaissez bien, mais qui méritent encore d'être approfondies pour certains élus ou candidats, que cet outil puisse être pédagogique. On a voulu, et je vous remercie les uns et les autres, fédérer l'ensemble des associations d'élus. Et une fois que, j'aurais dit un petit mot d'introduction, une fois que le sondage que nous avons préparé avec la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Verian aura été présenté, peut-être l'avez-vous vu ce matin dans l'Opinion. Il y a un article dans l'Opinion ce matin qui a fait l'objet d'une publication d'une page. On vous le passera, mais vous allez avoir le détail des résultats de ce sondage paru ce matin dans l'Opinion par Stewart Shaw, qui pour le compte de l'Institut Verian a mené cette enquête. Et une fois que nous aurons cette synthèse de l'enquête, on vous donnera la parole à chaque association d'élus pour quelques minutes, pour que, de manière un peu flash, dans un premier temps, vous puissiez dire, du point de vue de vos collectivités à vous, vous en représentez différentes caractéristiques, vous puissiez dire comment la question du vieillissement de la population impacte votre réflexion et vos actions locales. Voilà. Un mot quand même en introduction, pour dire que dans le cadre de la filière Silver Economy, on a essayé à chaque fois d'avoir une approche très transversale de la question de l'adaptation de la société au vieillissement. C'est pour ça qu'on compte en notre sein à la fois des institutions, à la fois des mutuelles, des banques, des assurances, des grandes entreprises, des start-up du numérique, et évidemment des associations d'élus, comme évidemment des fédérations médico-sociales et sanitaires. Mais les associations d'élus, c'est important, parce qu'effectivement, ça nous permet, on est peut-être loin de l'économie, mais on est en plein cœur de l'adaptation de la société, de nos territoires au vieillissement. Et donc, voilà. Et donc, on est très fiers d'avoir au sein de notre conseil de la filière l'ensemble des associations d'élus qui sont présentes aujourd'hui. Il en manque une, qui est l'association des départements de France, alors qui n'a pas tellement sa place ce matin, parce qu'on parle là des communes, mais voilà. Mais je veux saluer Olivier Richefou, qui est très présent dans nos réunions de manière générale, mais qui ce matin précisément pouvait pas être présent. Voilà, mais je veux la citer parce que département de France comme région de France sont des associations d'élus qui, au-delà du bloc communal, sont très présents dans le cadre de notre filière. On a voulu aussi, et c'est ce qu'on va faire dans un document qui sera distribué à partir de demain, mettre en exergue 10 mesures que nous attirons. Alors pour nous, c'est du b.a.-ba, hein, pour ceux qui sont ici ce matin. Mais l'idée, c'est d'évangéliser ceux qui sont encore un peu loin de ces questions de vieillissement. Pierre-Olivier Lefebvre, ici présent, qui prendra la parole après, fait ce travail d'évangélisation depuis maintenant des années à travers le réseau Ville Amis des Aînés. D'ailleurs, on s'est très largement inspiré de ce que dit et ce que écrit le réseau pour donner 10 directions. Je les rappelle rapidement: adapter son logement, changer de chez soi pour un habitat plus adapté, lutter contre l'isolement, le aller vers et l'accès aux services publics. Quatrièmement, l'intergénération. Cinquièmement, l'adaptation de la voirie. Sixièmement, prévenir le vieillissement, les activités physiques adaptées, la prévention de manière générale. Septièmement, adapter les mobilités et de transport. Huitièmement, accès aux droits, informatisation, lutte contre l'électronisme. Neuvième point, la participation citoyenne des seniors.
Et le 10e point, l'élaboration d'un plan stratégique pour que chaque commune, EPCI, ait, ce que ne fait pas l'État, une visibilité sur les 4-5 ans à venir, voire sur les 6 ans, puisque c'est la durée d'un mandat municipal. Bon, on reviendra sur ces points-là, mais c'est 10 points sur lesquels, qui paraissent évidemment totalement banals pour ceux qui nous écoutent ce matin, mais qui permettent de mettre l'accent auprès des candidats, des élus, de tous ceux qui sont en train de faire leur programme, et puis surtout de tous ceux qui seront élus ensuite pour appliquer tout cela. Mais si nous on le fait pas, pas grand monde le fait, puisque les associations d'élus parfois sont pas toujours très concentré sur ce sujet précisément, sauf vous évidemment qui êtes là et qui les représentez ce matin. Voilà, donc l'idée c'est vraiment cela, c'est de capitaliser un peu les travaux que nous faisons tout le temps, hein, vous Fédération d'élus, vous Réseau Amis des aînés, nous dans le cadre de la filière, de mettre tout ça sur un document et de le diffuser le plus largement possible pour que ça puisse infuser dans l'esprit de nos élus et de nos futurs élus. Voilà l'esprit de cette réunion. Et une fois de plus, c'est pas souvent qu'on a l'aéropage impressionnant d'associations d'élus. Et je vous remercie encore une fois de plus chacun d'être présent. Et je laisse tout de suite la parole donc à Stewart qui, au nom de l'Institut Verian, a lancé cette enquête. Je ne sais pas s'il y a un partage d'écran, Mathieu, tu gères, s'il y a des documents à montrer, pour que nous puissions ensuite débattre des résultats de ce sondage. Oui, Stewart, on te laisse la parole. Je crois qu'il n'y a rien à diffuser, mais en tout cas, on t'écoute. Et donc, juste en complément, donc il y aura un dossier un peu plus global qui sortira demain, qui intégrera ces résultats. Et puis, on a commis une petite note, Stewart et moi, d'analyse un peu des résultats qu'on communiquera et qu'on diffusera également cette semaine. En tout cas, on t'écoute, Stewart. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, on a réalisé ce sondage dans le cadre d'un observatoire que l'on mène avec la Fondation Jean Jaurès en partenariat avec le journal L'Opinion sur des sujets qui vont, selon nous, en tout cas, impacter la campagne des élections municipales qui s'est lancée et qui va du coup pour nous conduire à un certain nombre de réflexions qui vont à la fois peser sur ces élections, mais qui vont à notre sens aussi, rester dans le débat public au regard des échéances électorales qui vont arriver. Donc on a eu l'honneur de pouvoir faire cette étude-là avec Mathieu sur cet enjeu du bien vieillir, du mieux vieillir dans les villes, bien vieillir sur son territoire. C'était un peu la thématique que l'on a abordée autour de ce sondage qui a été effectivement publié dans les colonnes de l'Opinion aujourd'hui et qui sera donc, comme disait Mathieu, ensuite diffusé. Donc vous aurez le loisir de regarder l'ensemble des résultats détaillés. Alors, pour faire assez rapidement et pouvoir partager un certain nombre de résultats et de tendances que je soumets finalement à vos réactions et discussions, j'ai choisi de présenter 4-5 chiffres et tendances qui me semblaient les plus intéressantes et structurantes du sondage. En premier élément, on a demandé dans ce sondage, donc c'est un sondage administré auprès d'un échantillon national représentatif, donc de 1000 Français national représentatifs. Et on a eu des tendances donc assez intéressantes. Première tendance qui me semble absolument nécessaire de rappeler, c'est sur la place au final de cet enjeu du bien vieillir dans l'opinion publique. Et là, on a des chiffres assez édifiants. 85% des Français nous répondent que ce sujet, l'enjeu du bien vivre à la retraite, du vieillissement, est un sujet important. 85%. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans le détail des résultats, parmi ces 85%, vous en avez 45 qui vous disent même que c'est un sujet qui est prioritaire. C'est des chiffres que l'on aborde assez rarement au final dans le débat public. Quand on parle de la hiérarchie des sujets de préoccupation des Français, on parle beaucoup de pouvoir d'achat qui est lié à l'inflation évidemment, on parle beaucoup des enjeux de sécurité, etc. Mais au final, cet enjeu du bien vieillir va se classer vraiment dans les priorité assez importante identifiée par les Français au même titre que la santé, le pouvoir d'achat ou la sécurité. Ce qui est aussi intéressant sur ce premier chiffre d'opinion, c'est de voir que c'est une importance qui n'est pas juste partagée par les tranches de la population les plus âgées. Alors évidemment, on est à 91%
des 65 ans et plus qui estiment que c'est un sujet important, mais ce chiffre, il ne descend pas en dessous de la barre des 76%, notamment auprès des jeunes. Donc on a toujours le sentiment que c'est un sujet qui est uniquement vu au prisme des personnes qui sont concernées. Pas du tout, c'est un sujet qui traverse les générations, et à notre sens, c'est déjà une tendance et un indicateur intéressant. Deuxième élément qui me semble important de vous partager ce matin, c'est lorsque l'on demande aux Français les acteurs de confiance qui seraient les plus à même de les accompagner au moment de leur retraite ou en avançant en âge. Alors là, on a aussi des tendances, une mécanique d'opinion assez intéressante, puisque le premier acteur qui arrive en première position, c'est les proches et l'entourage. Alors on pourrait se dire qu'au final, c'est un point positif dans une société dont on doute parfois que le lien intergénérationnel, la solidarité entre les générations peut faire défaut. Les proches, l'entourage reste l'acteur le plus cité. Vient ensuite votre caisse de retraite et ensuite le centre communal d'action sociale. Alors ce qui est intéressant dans ce triptyque-là, c'est de voir effectivement en première position les proches et l'entourage, mais de voir au final que l'État, même la mairie, arrive plutôt en bas de tableau. Ils sont en 4e et 5e position, ce qui veut dire deux choses. La première, je le disais, si on le voit de manière très positive, la solidarité intergénérationnelle reste de mise, mais si on le voit de manière aussi un peu négative, ça pourrait être aussi l'expression d'une forme non pas peut-être pas de défiance, mais peut-être de méfiance envers l'acteur institutionnel vis-à-vis de ces questions-là, où il y a encore un discours de preuve à apporter. Troisième mécanique d'opinion et tendance que je trouve intéressant, qui est un petit peu lié à ce que je viens de vous dire, c'est lorsqu'on demande aux Français de se projeter s'ils étaient dans une situation d'aidant, vers quel acteur ils pourraient se tourner pour aller chercher un certain nombre d'aides ou d'informations. Vous le verrez dans le rapport, mais qu'on leur demande de nous citer un acteur qui pourrait les aider dans une logique d'accompagnement dans les démarches administratives ou dans une logique d'accompagnement pour aller chercher et bénéficier de services d'aide à domicile, ou alors qu'on leur demande de nous citer un acteur qui pourrait les aider à recevoir un soutien personnel ou accéder à des aides financières. Dans l'ensemble de ces demandes-là, les Français se tourneraient très largement autour de trois acteurs principaux: les proches et l'entourage, on l'a dit, et leur centre communal d'action sociale et leur mairie. C'est vraiment les deux acteurs institutionnels qui interviennent très largement et qui arrivent largement en première position, avec vraiment cette cette articulation entre ces deux acteurs qui sont attendus. Je vous donne juste par exemple un chiffre qui m'a semblé assez édifiant. Vous avez 48% des Français qui considèrent que leur centre communal d'action sociale est l'acteur privilégié de confiance pour demander des aides financières, matérielles ou des équipements adaptés. Ils sont autant à citer leur centre communal d'action sociale pour recevoir un soutien personnel en tant qu'aidant, répit, conseil, écoute, formation. Donc il y a vraiment cette articulation entre centre communal d'action sociale et leur mairie qui est absolument identifiée, en tout cas dans notre étude. C'était le troisième point. Je terminerai avec deux dernières tendances qui me semblent assez intéressantes. La première, c'est effectivement lorsque on leur demande si je vous parlais de bien vieillir dans son territoire, si ils considèrent que la commune dans laquelle ils vivent leur semble adaptée pour vivre sereinement à la retraite et bien vieillir. Alors là, vous avez un chiffre qui est assez positif. 61% des Français estiment qu'effectivement, dans la ville dans laquelle ils vivent, ils ont le sentiment que c'est plutôt adapté à la retraite et pour bien vieillir. Mais dans le détail, vous avez des tendances qui sont plus nuancées. Parce que sur ces 61%, vous avez uniquement 11% qui sont convaincus que leur ville est vraiment adaptée pour vivre sereinement à la retraite et pour bien vieillir. Et surtout, vous avez près d'un Français sur 5 qui ne sait pas répondre à la question. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas dire si effectivement leur ville, leur commune est adaptée ou pas à cette période de la vie et pour vivre plus sereinement à l'avenir. Ce qui est aussi intéressant, c'est quand on regarde dans les tris, on a dans les communes rurales, par exemple, une surreprésentation, 35%,
plus d'un tiers des Français qui estiment que leur ville n'est pas adaptée. Donc c'est un vrai enjeu selon les territoires, d'à la fois de rendre visibles les actions peut-être qui sont mises en place pour essayer de convaincre c'est un Français sur 5 qui ne savent pas répondre et qui peuvent au final s'inquiéter de ces enjeux-là. Et puis sur les communes rurales, vous avez quand même un tiers qui estime que leur ville n'est pas du tout adaptée. Au global, c'est 22% au final des Français qui estiment que finalement leur ville n'est pas assez adaptée, en tout cas pour se projeter sereinement à la retraite et pour bien vieillir. Alors, lorsqu'on leur demande si au final ils ont, et c'est le dernier chiffre, envisagé un jour de déménager afin de mieux vivre leur retraite ou de vieillir ailleurs, de mieux vieillir ailleurs, vous avez là des chiffres aussi assez intéressants puisque vous avez 33% des Français qui nous répondent oui, donc c'est une proportion qui n'est pas négligeable dans une logique d'extrapolation. Un tiers des Français qui considèrent qu'effectivement ils ont envisagé de déménager pour leur retraite et pour leur bien vieillir ailleurs. Alors ça veut pas dire que évidemment ils l'ont fait, qu'ils le feront, c'est du déclaratif évidemment, mais ça montre quand même une mécanique d'opinion, de projection, un tiers des Français qui se projettent dans ce cas de figure-là. 53% nous disent qu'ils n'ont jamais envisagé, mais vous avez quand même 14% qui se posent encore la question. Et d'un mot, parmi ceux qui estiment, qui souhaitent en tout cas, qui envisagent de déménager, vous avez deux tranches de la population différentes. Vous avez soit les plus jeunes, les 18-24 sont 45% à estimer qu'ils déménageront au moment de leur retraite pour en avançant en âge. Alors on pourrait dire que c'est un effet là pour le coup d'âge, et puis plus on avance dans l'âge, plus évidemment on s'ancre dans un territoire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce chiffre-là, il est très élevé parmi les 50-64 ans, c'est-à-dire la tranche de la population qui est ou sera bientôt concernée par ces enjeux-là. Ils sont 40% à en tout cas exprimer le fait qu'ils ont envie, qu'ils envisagent de déménager pour leur retraite et pour leur bien vieillir. Donc pour résumer, voilà, ces 4-5 grandes tendances. L'installation vraiment dans le débat public et comme un enjeu prioritaire cette question du bien vieillir. 2, cette articulation et cette demande toujours très importante entre la mairie et le centre communal d'action sociale, cette articulation entre ces deux acteurs très attendus. 3, la question des proches et de l'entourage qui reste encore l'acteur privilégié de proximité, de confiance sur ces enjeux-là, à la fois positif, encore une fois, sur ces questions de lien intergénérationnel, mais aussi vecteur possiblement d'inégalité, puisqu'on n'est pas toujours entouré de la même façon. Et enfin, 4e point, ce rapport au territoire qui est assez nuancé, où oui, on a une majorité de Français qui considèrent que bien vieillir peut se faire dans leur commune, mais on a quand même un tiers qui envisage de déménager, ce qui montre au final qu'il y a un vrai enjeu dans cette échéance-là électorale des municipales, de parler de ce sujet et d'apporter peut-être un discours à la fois de réassurance, un discours de preuve, en tout cas prendre le sujet, quoi qu'il arrive, sur cet enjeu maintenant perçu comme majeur par l'opinion publique. Écoute, merci beaucoup Stewart pour ces commentaires. Vous aurez tous les visuels, etc. dès demain, le temps que nous faisions ça. Ça a été un peu, pas précipité, mais voilà, il y avait l'étape de ce webinaire, l'étape de la parution dans l'opinion ce matin, et la deuxième couche demain avec l'enquête plus au complet que vous aurez sur vos boîtes mail pour pouvoir, là une fois plus, la diffuser dans vos réseaux respectifs. Alors peut-être un petit flash pour chacune des fédérations d'élus, et après on débattra de manière plus générale. Peut-être laisser la parole, parce qu'elle doit être très satisfaite des résultats de cette enquête à Isabelle Madrid, puisque cette enquête met les CCAS un peu en exergue, les centres communaux d'action sociale. Donc un petit mot Isabelle, et puis on continue ensuite. Avec plaisir. Alors, on n'est pas surpris. Et je pense que tous les maires, les représentants d'élus qui sont là ne seront pas surpris non plus. Tu parlais d'évangélisation. Nous, ça fait très longtemps qu'on essaye de convaincre que devant la complexité des vieillissements, la diversité des territoires, il y a un acteur majeur, c'est le maire, qui est aussi président de son CCS, donc mairie, le duo mairie-CCS.
Pourquoi? Parce que on parle d'habitat, de foncier, de politique de développement urbain, mais on parle aussi d'animation et d'offres de services. Et c'est ça, sans doute, aujourd'hui, la vision. Et la première chose première structure vers qui se tournent aujourd'hui nos concitoyens, c'est forcément la mairie qui envoie, quand il y a besoin d'aide, quand il est en difficulté, vers son CCAS. Et on sait qu'aujourd'hui, on le sait tous, que le vieillissement, dès qu'il y a une petite faille, nos Français ne sont pas du tout préparés à ça. Et donc, ils vont demander immédiatement de l'aide. On aura ces problématiques sur les QPV, vous aurez des problématiques sur le littoral, en rural, on aura sur les petites communes, sur les communes urbaines, sur le périurbain, des problématiques très différentes à traiter. Et donc, merci de nous avoir tous réunis autour de ce point commun qui est permettre à nos concitoyens de bien vieillir. Merci Isabelle. Et puis, ce message est aussi à l'attention de ceux ici ou là qui ont à un moment donné souhaité restreindre le périmètre des CCAS. Là, cette enquête est un véritable camouflet. Plébiscite. Pour ceux qui... je pourrais vous passer, si vous le souhaitez, pardon Luc, je reviens là-dessus. Nous, on a fait une enquête que tu connais. On a fait une enquête, les CCS et le vieillissement et l'habitat des seniors. On pourra le joindre si vous le voulez au document que vous allez envoyer. Ça pourra peut-être compléter vos recherches. Oui, volontiers, oui, vous aviez fait il n'y a pas longtemps une étude et une publication sur le sujet. Peut-être Marilène Millet, parce qu'on parlait de ce couple CCAS-mairie. Alors peut-être que parfois le CCAS est plus identifié comme un recours que la mairie en tant que telle, mais au nom de l'Association des maires de France, peut-être aussi un commentaire. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci de l'invitation pour parler de ce sujet, parce que c'est vrai que juste en préambule, rappeler qu'on aurait dû assister cette semaine à la présentation de la loi grand âge qu'on attend tous. C'est vrai que c'est encore reporté. Et c'est quand même un souci en fait de se dire que d'année en année, de mois en mois, on reporte toujours ce sujet, alors qu'on sait très clairement que l'augmentation du nombre de personnes âgées sur nos territoires. Simplement pour compléter les propos d'Isabelle, dire qu'effectivement les mairies et les maires, c'est un rôle extrêmement concret sur le territoire. On vient de parler de l'habitat, mais finalement, c'est un nombre de politiques qui sont transversales, puisque ça peut aller de l'adaptation de la ville, donc la voirie, les équipements, l'animation, on en a parlé également. En fait, dire que finalement, les maires, ils ont peu de compétences obligatoires, mais ils font beaucoup et qu'ils ont un rôle majeur justement dans cette inclusion sociale aussi des personnes âgées, et aussi par les actions qu'ils développent pour le bien vieillir. Juste par rapport à l'habitat, nous aussi on avait quelques chiffres du HCFEA, donc le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, qui estimait que effectivement il y a 85% des personnes qui souhaitent vivre à domicile, mais qu'en fait on estime qu'il y a que 6% des logements qui sont accessibles au vieillissement. Et ça fait référence aussi au chiffre qui a été donné par votre intervenant. Je crois qu'il a dit que 61% estiment que c'est adapté. Donc on voit qu'entre la réalité de l'adaptation concrète des logements et le ressenti, il y a quand même un gap assez certain, et que là les communes, elles ont un vrai rôle à jouer. Rôle dans le lien social, mais je pense que peut-être qu'Isabelle y reviendra, notamment aux actions par rapport aux luttes contre l'isolement des personnes âgées. Moi, je voulais quand même aussi rappeler que les villes, via leur CCAS notamment, gèrent les établissements, et que je pense que c'est important de rappeler qu'il y a quand même un vrai sujet et un souci aussi par rapport au financement de ces établissements, puisqu'en fait, on compense puisque nous, on doit avoir des budgets à l'équilibre, on compense notamment en finançant des résidences personnes âgées, résidences autonomie et EHPAD, et que l'AMF souhaite rappeler aussi qu'on est opposé aux fusions d'EHPAD, sur le même modèle qu'il y a eu sur les GHT, et que nous, on préconise plutôt une adaptation vraiment, et le lien avec la proximité, et donc renforcer plutôt à la fois les EHPAD comme centre de ressources, mais aussi conforter les petits EHPAD de proximité.
voilà. Puis après, je pense qu'on va avoir l'occasion peut-être de réintervenir. On refera un deuxième round. Donc, après le CCAS et l'Association des maires de France, je salue Nathalie Niaison, qui était avec nous. Merci d'être là, Nathalie. Maire de Bourg-de-Péage et qui représente l'Association des petites villes de France, la PVF. Voilà. Et donc, on vient, Clément a dû te le dire, révéler un sondage qui est publié dans l'opinion ce matin et qui met en exergue le rôle des CCAS et des mairies, évidemment, comme rôle de premier interlocuteur. Lorsqu'on a besoin, j'imagine que la maire de Bourg-de-Péage, pour la maire de Bourg-de-Péage, ce n'est pas une surprise. Pas du tout, même pour tous les élus de notre réseau à l'Association des petites villes de France, puisque nous sommes sur la strate de nombre d'habitants de 2500 à 25 000 habitants. Donc, autant dire que nous sommes vraiment dans une relation de proximité avec nos concitoyens, parce que la taille de nos communes nous le permet. Et vraiment, le fait de faire en sorte qu'il y ait du bienveillir dans nos communes est quelque chose qui fait partie intégrante des actions et des politiques que l'on peut mener sur nos communes, avec divers secteurs d'action, et effectivement toujours en lien avec le CCAS, de manière à avoir de vraies passerelles entre l'accompagnement, j'ai presque envie de dire, sur un peu rompre la solitude, l'isolement, avec des actions qui sont menées pour, entre guillemets, égayer la vie de nos personnes les plus fragiles et âgées, et en même temps être sur une vigilance pour bien être en lien sur l'adaptation du logement, sur des pathologies, sur des choses à mettre en place pour le maintien à domicile. Donc, vous voyez, on est vraiment la passerelle entre cette prise en considération de la personne dans sa vie sociale et, à travers le CCAS, une prise en considération de la personne dans toutes ses fragilités. Voilà. Et vraiment, la strate de nos communes est complètement dans cette optique-là, et en termes d'action politique très investie, quels que soient les adhérents de notre association. Merci, merci Nathalie. Alors après, il y a un échelon un peu plus important territorialement, qui sont les intercos et les métropoles. On a avec nous Hugo Cavagnac, qui, pour être maire de Fronton en Haute-Garonne, n'en est pas moins responsable d'Interco de France. Et donc voilà, là aussi, on a l'impression quand même que ces dernières années, alors que jusqu'ici les politiques grand âge étaient un peu le monopole de l'État et des départements. D'ailleurs, on continue imperturbablement aujourd'hui, notamment avec les déclarations du Premier ministre, de parler de ces questions de gouvernance entre État et département. Et pendant ce temps-là, eh bien, l'action, elle se passe plutôt sur le terrain des communes, on vient de le voir, mais aussi des intercos et des agglos. Avant d'entendre Florence Thibaudot-Reynaud, Hugo, peut-être un mot sur ce sujet. Oui, bonjour à tous. Merci de créer ce moment. Il est effectivement très opportun, comme l'a dit Madame Millet, par rapport à une annonce, enfin, un moment qu'on aurait dû avoir la semaine dernière, mais aussi avec l'étude de l'adresse qui nous donne des éléments que nous connaissions, mais qui les éclaire plus particulièrement. Et puis c'est municipal. Votre étude, enfin cette étude met très clairement en évidence le rôle du bloc local, et tu viens de dire, Luc, que dans les grands textes ou dans les propos, le bloc local n'est pas évoqué comme il devrait l'être, puisque c'est une évidence là que le bloc local est majeur dans cette politique publique, ou cette transition plus exactement. Et mon propos, c'est bien sûr, je représente là les intercommunalités de France, mais vous savez, les intercommunalités de France, ce sont des communes. Une interco, c'est avant tout des communes. Donc, il s'agit pas de dire les communes font ceci, les intercos font cela. Non, avec l'interco, nous faisons certaines choses, les communes
ensemble et des fois plus isolément et plus directement les communes agissent. Dans tous les cas, ce que vous avez mis en évidence, c'est évidemment une réalité de proximité, mais c'est aussi une obligation. C'est-à-dire que ça nous montre bien, et c'est, je pense, le sens c'est l'objectif, c'est de dire que cette campagne municipale, au moins, ne peut pas ignorer dans les débats ce sujet. Donc, il doit être au cœur de nos sujets, de la campagne municipale et intercommunale, parce que finalement, on vote deux fois, à la fois pour l'exécutif municipal et l'exécutif intercommunal très vite. Avec Interco de France, il y a quelques mois maintenant, et vous savez, vous y avez participé certains, on avait publié l'Atlas du grand âge. Et on avait bien mis en évidence dans cette étude la diversité de ces réalités du vieillissement. Et vous, encore une fois, désolé, nous savons tout ça, mais comme tu l'as dit, Luc, il faut prêcher et il faut prêcher cette grande diversité, cette diversité qui amène à une adaptation qui est faite de grands principes. Et Pierre-Olivier parlera certainement des grands principes que porte il a mis des aînés. Et puis, un moment de subsidiarité où on rapproche la décision de l'action et suivant le lieu, la géographie, nos différences, eh bien, l'action va pouvoir être nuancée, différente, voire portée que par la ville, voire portée à l'échelle intercommunale. Je vais prendre un exemple qui a été donné dans l'étude sur le rapprochement familial. Je ne sais pas si on peut peut-être l'appeler comme ça, avec ce tiers de public qui envisage de déménager. Nous l'observons dans nos territoires, je l'observe dans le Frontonais. J'observe qu'effectivement, ces personnes viennent se rapprocher de leurs enfants et de leurs petits-enfants parce qu'ils sont en capacité de s'occuper des petits-enfants et que quelques années après, eh bien, les enfants vont s'occuper de eux en proximité. Eh bien, là-dessus, sur le logement, on a un rôle majeur à faire avec nos plans locaux de l'habitat intercommunaux et d'avoir même une stratégie foncière pour diversifier l'offre de logement avec des logements alternatifs entre le domicile et l'EHPAD. Je crois que était organisé la semaine dernière, Luc, tu organisais les assises du logement. Un autre point qui est évoqué, peut-être le dernier, c'est sur la santé, et sur la santé plus particulièrement sur la prévention. Certains d'entre nous avons noué des contacts avec des centres, enfin la démarche ICOP, la démarche ICOP Monitor, et les contrats locaux de santé intercommunaux peuvent participer à un enjeu fondamental qui est un enjeu de prévention. Voilà. On pourrait lister toutes les politiques publiques, mais en première réaction à ce qui a été délivré dans cette étude et avec et l'action de mes collègues, voilà ce que je pourrais apporter. Merci Hugo. Tu as abordé plein de points. Je rebondis juste sur deux sujets essentiels. Le premier, c'est le développement de l'habitat qu'on appelle maintenant intermédiaire et qui a renforcé considérablement le rôle des maires. Jusqu'ici, un maire, il priait le département et l'État de bien lui construire un EHPAD. Aujourd'hui, c'est lui qui signe le permis de construire d'une résidence senior, d'un habitat inclusif, d'une résidence intergénérationnelle, etc. Et ça, on s'en est pas aperçu, mais c'est en train de mettre le maire ou le président de l'EPCI au cœur de la révolution, puisque tu as bien voulu citer l'événement qu'on a fait la semaine dernière, il était entendu par tous. Vous avez vu depuis le document de l'INSEE et de l'adresse qui est sorti cette semaine, qui évalue entre 100 et 200 000 le nombre de logements intermédiaires qu'il va falloir créer dans le secteur du grand âge comme alternative au domicile et à l'EHPAD dans les 20 ans à venir. Et c'est vous, maires, élus municipaux, EPCI, qui allez être maîtres, pour le coup, du jeu. C'est très très nouveau comme considération. Ce ne sera pas planifié par le département ni par l'État. C'est en grande partie vous qui allez être là-dessus les acteurs centraux. Et le deuxième point que tu évoques, c'est ICOP. On est à 120 000 environ aujourd'hui Français qui ont été traités par ICOP, ce système d'auto-évaluation des fragilités. On vise 2 millions de personnes d'ici 2027 ou 28. Il va de soi que sans une mesure
absolument puissante, on n'arrivera jamais aux 2 millions. En Occitanie, tu as raison de le souligner, le deal qu'il y a eu entre l'équipe de Vélas à Toulouse et la Poste, notamment. Moi, je suis pas actionnaire à la Poste, mais je continue à considérer que si on confiait les clés du camion à la Poste, on aurait des centaines de milliers de personnes susceptibles d'être évaluées dans les 2 ans à venir. Pour un coût évalué par la Poste elle-même à 25 millions d'euros. Franchement, voilà. Donc ça, c'est une des mesures fortes qu'il nous faudra pousser dans un ultérieur plan de grand âge, puisque je ne doute pas qu'au printemps, il y aura quelque chose autour de ça. Florence Thibaudot-Reynaud pour France Urbaine. Là, on est dans les métropoles. Là, c'est beaucoup plus imposant encore. C'est les grosses intercos. Donc toi, tu es maire adjointe au Havre et première vice-présidente du conseil départemental et coprésidente de la commission solidarité de France Urbaine. Et tu mets ton micro si tu veux qu'on t'entende. Je croyais que c'était vous qui aviez la main sur mon micro, donc que j'étais dans la censure, mais c'est bon, je viens de me le remettre. Merci Luc, bonjour à tous. Oui, effectivement, il y a à la fois alors moi, comme Isabelle, je suis pas étonnée sur le fait que le couple mairie-CCAS ressorte en premier. On le voit bien, et moi, en tant que conseillère départementale et vice-présidente, je vois bien que je suis plus sollicitée en tant que CCAS que département. Mais en même temps, il y a un paradoxe parce que le CCAS tout seul n'a pas toutes les compétences et on a bien besoin des intercos et des autres collectivités ou associations de collectivités. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait fait à France Urbaine une tribune co-signée avec l'UNCAS, ADF, les maires de France, l'association l'AMF, les petites villes, parce que il nous semble important, effectivement, on l'a rappelé tout à l'heure. Je vais essayer de dire ce qui n'a pas été dit, parce que beaucoup de choses évidemment concernent quand on parle France Urbaine, ça ressemble beaucoup à l'AMF et à l'UNCAS, donc et à Hugo aussi au niveau d'Interco. Le paradoxe que j'évoquais, c'est que effectivement, tu le rappelais, la mairie, on a la possibilité via nos territoires et nos terrains fonciers de pouvoir plutôt, et c'est là où il faut qu'on fasse attention à organiser dans tel et tel quartier, notamment dans les grandes villes, là où on aurait besoin d'un habitat dit intermédiaire, de manière à ce qu'on puisse avoir ce type de solution partout sur le territoire. Et ça, je pense que c'est important. On a dans nos villes de France urbaine des territoires avec des quartiers dits prioritaires, et il faut faire attention à pas faire n'importe quoi avec des résidences dites senior service plus dans des quartiers qui vont bien, et bien être attentif à la mixité dans nos quartiers. Je pense que ça, c'est indispensable. On parlait tout à l'heure, et je l'ai vu dans le chat, c'est vrai qu'il y a les enjeux de mobilité. Nous, au niveau de la ville du Havre, on a fait une enquête auprès de nos seniors en partant du logement pour voir à peu près quelle était notre part de seniors dans le parc social, par exemple, où on voit bien qu'on a une explosion des seniors dans le parc social par rapport à la Normandie. Sur quels sont ceux qui ont un ascenseur. On n'a que 50% de nos résidences aujourd'hui qui ont des ascenseurs. Donc on voit bien qu'on a vraiment un enjeu où il faut partir du terrain, d'où l'idée d'avoir le CCAS dans la boucle, puisque nous montons et nous sommes comme un ensemblier des politiques publiques. Paradoxe parce qu'on a besoin de l'interco pour le plan local de l'habitat, mais aussi pour les mobilités, parce que bien souvent l'autorité de mobilité c'est les intercos, et on voit bien que dans les seniors, quand on fait une étude, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir toujours continuer à sortir de chez eux, et donc il y a bien évidemment être bien chez soi, mais être bien aussi dans sa ville, et ça c'est de continuer à leur permettre d'être toujours autant mobiles, soit à pied, soit effectivement en transport en commun. Donc ça c'est très important, et puis évidemment être bien entouré, et ça c'est tous les dispositifs que l'on met en place dans les CCAS avec la lutte contre l'isolement. Plus on rendra la personne autonome, plus elle pourra rester le plus longtemps possible à domicile, même si c'est pas le même domicile que le domicile traditionnel. Plus on pourra travailler sur le fait de continuer à les laisser acteurs de leur vie, puisque je crois que c'est la définition de bien vieillir de l'OMS, c'est-à-dire continuer à faire ce qu'on a envie
envie de faire. Je pense que c'est assez simple, mais en même temps, ça vaut le coup de le répéter. Plus on répondra d'abord, premièrement, à la demande de nos habitants, ce qui est quand même accessoirement quand même ce à quoi on cherche à répondre quand on se présente sur une élection municipale. Et puis ensuite, je pense que foncièrement, à l'heure où l'argent public se fait quand même assez rare ou de façon assez, puisque cette loi grand âge n'arrive pas, je pense qu'on se rendra collectivement service si on peut reculer le plus longtemps possible la perte d'autonomie et permettre à nos concitoyens de vivre dans de meilleures conditions le plus longtemps possible. Merci Florence. Alors, avant de repasser la parole à Marie-Hélène et Isabelle, on va terminer notre tour de table avec Damien Alouche. Alors, Damien est maire d'Épinay sous Sénart dans l'Essonne et il représente ici l'association Ville et Banlieue, et on a vu tout à l'heure que même en banlieue, eh bien, les personnes vieillissaient et qu'il y a des politiques qui ont été mises en place par l'ANRU dans les QPV pour cibler spécifiquement le vieillissement des habitants des QPV ou bien le vieillissement des locataires dans le parc HLM. Damien, ton point de vue. Je te laisse te déconnecter un compte. Je passe à Pierre-Olivier et on revient vers toi, Damien, dès que tu as déconnecté un de tes deux comptes. Oui, bonjour. Merci Luc, merci Mathieu. Beaucoup de choses ont été dites. Je voudrais insister sur le premier écho de ce qui nous a été dit sur l'importance pour 85% des gens qui ont été sondés sur l'importance de bien vieillir. Ça veut dire que d'une part, il n'y a pas de fracture générationnelle, contrairement à ce qu'on pourrait croire sur cet enjeu-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, ça veut dire que les jeunes générations commencent à se projeter dans un temps long, et que ça aussi, c'est quelque chose d'important pour les territoires. De pas simplement être dans la réaction quand on est en difficulté, mais aussi d'être dans la prospective. Là, on va avoir un mandat qui va durer 7 ans, et du coup, ce septennat, il va aussi permettre de travailler et cette question intergénérationnelle et cette question des générations qui vont s'imaginer arriver à la retraite ou arriver dans un temps où il y aura besoin d'un accompagnement. Je redis pas ce que les uns ou les autres ont dit sur ce binôme CCAS communal. Peut-être de repréciser qu'en réalité, il y a une sorte de maturité du public qui, pour eux, c'est un ensemble. C'est j'habite dans un territoire et du coup j'exerce ma citoyenneté à travers ce que me propose la ville, et je sais qu'il y a un accompagnement, une possibilité de solidarité, d'accompagnement dans les fragilités quand ça arrive pour moi ou pour mon entourage. Et on voit bien toutes les questions qu'il y a autour des aidants, autour de comment ça peut se passer. Et je pense que dans la tête des gens, c'est un ensemble. Et à ce titre-là, on peut que réinviter, Isabelle l'a dit, inviter les maires qui sont présidents du CCAS, parfois aller plus régulièrement dans leur CCAS et siéger dans leur conseil d'administration, et pas simplement de se dire qu'ils sont les présidents, et de déléguer comme si la question sociale devait être déléguée qu'à l'adjoint aux affaires sociales. Et je pense que là, on a aussi un retour à travers cette enquête, de se dire que quand on se projette dans un territoire en avançant en âge, d'une part, il y a des grandes diversités d'habitants âgés, et d'autre part qu'il y a une façon d'avoir des usages du territoire qui sont différents, et que on voit bien que le côté CCAS communal, intercommunal, départemental, il y a une complémentarité, et que ça nous appelle, je dirais en tant qu'institution, association et organisation d'élus, à mieux se positionner pour aussi avoir cette maturité de pas simplement gérer dans l'émotion, faut s'occuper des personnes âgées, mais d'avoir cette réflexion et cette stratégie de mieux adapter l'environnement urbain et l'environnement social pour mieux répondre aux habitants. Il y a quelque part cette idée de comment les territoires se projettent eux-mêmes pour permettre aux habitants de se projeter dans cette notion du bien vieillir. Et puis sur cette question d'adapter les territoires, on voit bien que la réponse, elle est assez ambiguë, c'est-à-dire que on pense que c'est adapté, mais on sait
au final pas trop qu'est-ce qu'il faudrait adapter pour que l'usage soit plus qualitatif. Et là, on a sûrement un travail collectif à faire autour de la pédagogie pour se redire, en fait, en creux, il y a plein de choses où on ne doit pas se poser la question si ça marche ou pas. C'est un peu comme ce qu'on vient de vivre avec Damien, où on se rend compte que le son il marche pas. Que le son est important quand il marche pas, mais quand ça marche, on se dit que c'est normal. Une ville qui est adaptée, c'est une ville où on se dit c'est normal que j'arrive à aller venir, à pas être isolé, à me déplacer, à trouver un logement qui est celui qui correspond à mes aspirations. On devrait pas s'interroger sur comment on doit faire mieux, mais plutôt comment on doit prendre en compte la diversité des habitants pour que ça fonctionne. Et pour réussir ça, t'en as parlé un petit peu, Luc, mais je remets une petite insistance sur le sujet. C'est vraiment cette dimension de la participation des habitants pour qu'ils redisent en fait qu'est-ce qu'ils attendent de leur territoire et qu'on se projette ensemble, qu'il n'y ait pas d'un côté une projection individuelle et puis de l'autre côté nous une projection collective qui ferait qu'on a du mal à se rencontrer sur les aspirations. Et ça, ça veut vraiment dire qu'on sort de l'émotion, qu'on travaille sur un temps long et qu'on a un travail de stratégie. Donc il y a les ABS avec les CCS, mais il y a aussi des choses qui vont plus loin. Hugo en a parlé avec le PLUI, mais même le SCOT. Enfin, il y a vraiment tout un tas de documents sur lesquels les communes travaillent. Et l'invitation qui nous est faite là, c'est qu'en fait, elles travaillent la question de la longévité, du temps long. Les Suisses parlent de la longue vie. Et ça, c'est certainement quelque chose sur lequel on doit travailler pour que on soit plus efficient. Et on travaille aussi sur des choses qui sont, je dirais, coûteuses parfois, quand on parle de mobilité, quand on parle d'habitat, quand on parle de toutes ces questions-là. Et donc, ça veut dire que le travail d'anticipation il est fondamental pour que 1 euro investi soit efficace. Mais j'ai pas beaucoup de gens à convaincre aujourd'hui, puisque une grande partie de ceux qui ont pris la parole avant moi sont impliqués de près ou de loin dans les territoires amis des aînés, et on chemine ensemble pour faire en sorte que ça fonctionne le mieux. Donc voilà. Dernier point, je dirais que à la veille de cette période électorale, un des enjeux pour moi, c'est certainement que d'une part le maire reprenne plus conscience de l'importance du sujet et qui nomme des élus qui soient pas simplement des élus sur le social, mais sur cette question de la longévité, pour aborder cette question transversale sur lesquelles on est tous convaincus, ou en tout cas qui nomme des élus qui ont un poids auprès d'eux pour qu'il y ait une écoute attentive et ensuite des actions efficaces. Et ça, il y a, je pense, encore un travail de conviction qu'on doit faire ensemble. Merci Pierre-Olivier. Donc on revient vers Damien qui cette fois-ci est tout seul, il n'est plus avec son double, et donc il ne devrait pas y avoir d'écho. Non, de haute lutte, j'ai réussi à gagner cette belle bataille, celle du son. Et merci pour votre soutien collectif dans ce moment un peu compliqué. Je vais tâcher d'être bref. D'abord, merci une nouvelle fois d'avoir organisé ce temps d'échange. Donc du coup, Damien Louche, je suis le maire d'Épinay-sous-Sénart dans l'Essonne, et secrétaire général de l'association Villes et Banlieues de France, qui du coup représente les villes avec des QPV et toutes les fragilités et vulnérabilités que nous connaissons toutes et tous. La question du vieillissement de la population n'était pas une problématique évidente il y a encore quelques années. Pour une raison bien simple, c'est parce que de manière globale, on pense les quartiers comme étant des territoires jeunes. Ce qui reste vrai, évidemment, mais la part des plus de 75 ans tend à augmenter. Je regardais les chiffres INSEE sur les pays Sénart, on est passé d'un peu moins de 4% à plus de 6% en l'espace de 10 ans, et évidemment ça va s'accélérer. Donc ça a été dit, le plan local d'urbanisme, d'abord évidemment la place des CCAS évidemment déterminante. On parlait du plan local d'urbanisme, et les OAP au sein de ces PLU sont un outil puissant pour faire rentrer parfois au chausse-pied des programmes immobiliers en lien avec le besoin lié au vieillissement de la population. L'Agence nationale de rénovation urbaine joue aujourd'hui pleinement son jeu, parce qu'elle a compris que la question
du nombre de personnes de plus de 75 ans, 70 ans dans les quartiers vont augmenter, et donc il faut, dans le cadre des réhabilitations alors avant ça, juste vous indiquer par exemple sur la question du relogement dans le cadre des programmes de rénovation urbaine, c'est toujours très compliqué lorsque vous allez annoncer à des personnes âgées de plus de 75 ans qu'il va falloir les reloger, première chose, c'est pas une chose simple, et ensuite les reloger pour mettre en place un projet qui ne verra le jour dans sa complétude que dans les 15 prochaines années, dans le meilleur des cas. Donc évidemment, la projection qu'on peut partager avec la grande partie de la population n'est pas exactement le même. Et du coup, ça fait penser, enfin moi en tout cas à titre personnel, c'est là où ça m'a ouvert les yeux, ça a accéléré ma prise de conscience liée à la question de l'isolement du fait du Covid-19, qui avait déjà commencé à faire cranter la question des seniors qui restaient seuls dans leur domicile et qui avaient du mal à sortir après le Covid. Ce qui nous a permis, par ailleurs, au sein du CCAS, de développer, et comme on l'a fait toutes et tous, un nombre d'actions pour lutter contre l'isolement. Et on pousse sur la question du logement, on pousse sur la question de l'aménagement. Aujourd'hui, les aménageurs commencent à prendre en compte cette question de la marchabilité et de se dire que si on veut que les seniors sortent de chez eux pour participer de la vie de la ville, et pas uniquement pour prendre l'air, pour que précisément, au-delà de leur avis, mais que leur existence propre, leur être physique participe de la vitalité démocratique de nos territoires, il faut qu'ils puissent sortir de chez eux et puis ils puissent aller du point A au point B en se reposant et en repassant par le point C s'ils le souhaitent. Et donc ça pose des questions d'organisation du territoire. Et donc cette révolution démographique, on parlait aujourd'hui des élections municipales, mais la bonne nouvelle, c'est que du coup ça devient une priorité, ce qui veut dire que nous avons aujourd'hui des élections municipales, et à n'en pas douter, la question du vieillissement de la population sera un sujet des présidentielles qui arrivent dans la foulée. Et donc le sujet numéro 1 de la présidentielle, faisons en sorte et travaillons sur cette question pour faire que le sujet numéro 1 de la présidentielle soit la question de la révolution démographique qui est devant nous, qui elle-même appellera à une forme de transformation démocratique aussi, s'agissant de l'expression des uns et des autres. Bon, ça, pardon, je sors un peu du champ, mais forcément, ça fait écho à ce que nous aurons à vivre d'abord dans les prochaines semaines et après, évidemment, dans les prochains mois. Donc, urbanisme, accompagnement social et prise en considération des angles morts de la pensée des politiques publiques qui aujourd'hui ne le sont plus, grâce notamment à votre travail collectif, grâce au réseau et grâce aux prises de conscience politiques individuelles qui permettent de faire émerger ce sujet et de le mettre au cœur du débat municipal, de le mettre au cœur des politiques publiques, parce que si on pense vieillissement de la population, on ne peut pas penser vieillissement de la population sans penser au reste. Et du coup, ça permet d'élargir le spectre, d'avoir un angle, un prisme de réflexion, mais qui doit englober tout le monde, et j'en terminerai par là. Dans le cadre de la campagne, on a évidemment échangé avec les uns et les autres, notamment avec les jeunes, et ça a été dit par quelqu'un, je ne sais plus par qui, mais la prise de conscience de ce vieillissement de la population, et de la question de l'isolement, la question du logement, la question des mobilités au sein de la ville, les plus jeunes réalisent que c'est un sujet aussi politique. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que du coup, on n'est pas sur une politique publique stricto sensu sur un public déterminé et viser uniquement ce public-là. Non, parce que du fait des différentes histoires familiales et de la manière dont on raconte aussi la politique, fait que les plus jeunes ont en tête ce sujet. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'eux-mêmes sont propices à donner des réponses et à participer de manière active, notamment sur la question de la lutte contre l'isolement. Merci Damien pour ton témoignage, notamment sur ce dernier point. Effectivement, ce qui était assez frappant, ça a été dit aussi tout à l'heure, c'est que de plus en plus maintenant, vous, les élus locaux, considérez cette question non plus seulement comme une question ciblée sur une population, j'allais dire une politique catégorielle, mais bien comme une transition démographique qu'il faut gérer dans tous ses aspects, ce que prône évidemment Villamy des Aînés depuis maintenant longtemps, et c'est pour ça que c'est d'abord une question de maire, plus qu'une question de maire adjoint aux solidarités, aux seniors. Bon, que celui-là est à gérer le CCAS, est à gérer la politique sociale, c'est une chose, mais une fois plus, le maire adjoint au sport, le maire adjoint à l'urbanisme, le maire adjoint aux mobilités, voilà, l'ensemble des maires adjoints doivent avoir une pastille transition démographique dans leur action quotidienne, et c'est vraiment ça qu'on essaie de promouvoir comme méthode de travail. Peut-être un petit, avant de réécouter Marie-Hélène et Isabelle, Mathieu, peut-être un point, parce qu'on n'a pas eu le temps de regarder en même temps, sur le chat. Alors, il y a beaucoup de questions qui apportent des réponses très précises, on les a on peut
on vous renvoie ça, mais une tendance générale sur les questions qui sont posées. Oui, très rapidement, quelques sujets qui reviennent. L'enjeu de la mobilité revient beaucoup, et c'est vrai que c'est pour rebondir un peu sur ce qu'évoquait Damien. Effectivement, et ça va de la marchabilité, l'accessibilité, l'éclairage public, jusqu'à des dispositifs, des solutions concrètes pour se déplacer, le covoiturage, le transport solidaire. Donc il y a vraiment cette thématique qui revient énormément. Un point intéressant, la nutrition. Et je pense que ça renvoie beaucoup le point 6 des 10 mesures, entre guillemets, que vous retrouverez demain à mettre en place, c'est favoriser les pratiques vertueuses. On parle beaucoup d'activité physique, de sport adapté, mais je pense que l'alimentation, va de pair avec cette approche-là vertueuse. Donc, des choses sont dites dans le guide que l'on partagera demain. Et 2 points peut-être où là, il y a des expériences peut-être à mettre en avant à travers l'intervention de nos différents intervenants. Le repérage des fragilités. Je pense qu'on l'a dit beaucoup dans le document. L'échelon communal, c'est l'échelon de proximité qui permet d'associer les publics seniors, mais aussi de les repérer et finalement de les suivre et d'être dans un environnement bienveillant. Peut-être qu'il y a des choses à mettre en avant là-dessus. J'ai souvenir dans le guide que l'on avait rédigé avec la PVF il y a 2 ans, où Nathalie Niaison avait mis en avant quelques initiatives pour repérer, suivre les publics fragiles, les fragilités. Et puis un dernier point, peut-être là aussi, où un partage d'expérience pourrait être intéressant, c'est la participation citoyenne. Comment mettre au mieux, de la meilleure des manières, de la manière la plus pertinente, les seniors dans le processus de création de politique publique, comment les associer au mieux de la manière la plus pertinente à la création de politique publique. Très bien, merci Mathieu. On reviendra avec dans un second et dernier tour de table, peut-être sur les mesures que vous mettez en œuvre, puisque je crois que Nathalie, Damien, Florence, Hugo sont chacun candidats à leur réélection. Voilà, c'est intéressant de savoir, justement, eux, au-delà de leur bilan, qu'est-ce qu'ils ont mis là dans leur programme pour 2026, sachant que nous sommes là dans une mandature particulière. Ce sera 2026-2032, ou plutôt 33, puisque je pense que du coup, en raison de l'élection présidentielle, il est probable que ce soit plutôt un septennat qui se profile. Mais c'est vraiment le mandat où l'explosion démographique va être là sous nos yeux cette fois-ci. Ça sera plus une prévision, ce sera une réalité. Donc s'il y a bien un mandat qui est cette fois-ci, vous voyez, crucial pour la gestion de la croissance de la population âgée, c'est bien ce mandat 2026-2033. Mais d'abord, Marie-Hélène et Isabelle. Marie-Hélène. Alors oui, quelques réflexions déjà par rapport à ce qui vient d'être dit. Finalement, on parle des fois de villes à hauteur d'enfants, mais aussi on peut parler des villes à hauteur d'aînés. Et en fait, quand on fait une ville aussi pour les aînés, je pense, par exemple, Florence, quand on était allé au Havre au congrès des CCAS, avait présenté le plan banc, et je sais que dans ma commune, c'est aussi quelque chose qu'on a développé, notamment en lien avec le Conseil des aînés, ce qui fait aussi écho à comment on implique aussi les seniors dans la construction de la ville. Mais finalement, en fait, quand on aménage l'espace public et qu'il est plus facile pour les aînés, en fait, il est aussi plus facile pour les enfants. Il permet aussi davantage de liens entre les citoyens. Et finalement, ça fait une ville aussi qui est plus agréable à vivre. Mais moi, je voulais revenir sur les propos de M. Cavagnac et de Florence aussi, concernant en fait comment on favorise l'autonomie, et notamment quand même, je voulais parler de la santé. On l'a peut-être pas trop évoqué, mais finalement on se rend compte aussi qu'on a une pénurie de professionnels de santé, comme des psychomotriciens, des infirmiers, etc. Et je pense que ça, c'est très important aussi pour les communes de travailler sur leurs contrats locaux de santé, maintenir des professionnels de santé, voire les attirer. C'est aussi permettre aux personnes de mieux vieillir à domicile. On sait que c'est aussi le souhait de plus de 85% des personnes qui vieillissent de rester chez eux. Et aussi, je voulais rappeler l'importance, que souligne l'AMF, de travailler sur les métiers du soin en général, puisqu'on sait, en fait, ce sont des métiers qui sont assez peu valorisés, que ça soit financièrement, mais aussi dans l'imaginaire, et que finalement, il y a des gros besoins aussi pour voir ces postes, et que finalement, si on n'a pas les personnes aussi pour accompagner les personnes, notamment pour bien vieillir chez elles et dans leur ville, en fait, peut-être qu'elles vont aller plus vite en établissement, ou que leur santé va se dégrader
plus rapidement. Donc c'est vraiment important aussi d'avoir cette vision globale, même si là ça dépend, tout ce qui est métier, ça dépend pas directement des maires. Et juste pour terminer par rapport aux propos de Luc sur finalement qu'est-ce que peuvent faire les villes. Moi, j'avais juste un petit exemple à donner modeste sur ma commune, mais qui a été conçu par le Conseil des aînés, qui est une plateforme d'entraide. En fait, c'est eux qui ont eu l'idée et nous, on a simplement fait la mise en œuvre informatique et qui permet de mettre en relation les personnes pour des petites aides quotidiennes, mais qui finalement facilitent la vie. Emmener, je sais pas, un rendez-vous médical, aller cueillir des cerises dans le jardin, etc. En fait, bon, c'est très multiple. Ça s'appelle On n'a qu'à s'aider, et ce qui est très important, c'est que finalement, ça fait aussi un lien énorme entre tous les habitants de la ville, parce que à travers l'isolement des personnes âgées, on peut aussi combattre l'isolement des personnes en général, des étudiants, des femmes seules, etc. Voilà, je ne serai pas plus longue. Merci Marie-Hélène. Isabelle. Avec ton micro, s'il te plaît. On t'entend pas. Avec ton micro, Isabelle. On voit bien à travers le chat le nombre d'initiatives et la préoccupation qu'ont aujourd'hui, moi je trouve, les maires sur cette problématique des personnes âgées. Il faut pas oublier non plus les autres politiques. On a beaucoup de maires qui sont confrontés avec parfois 65%, 70% de la population et eux-mêmes auront à attirer des jeunes. N'oublions pas qu'il faut quand même vivre aussi dans la mixité. Mais ce que je veux dire, quand tu disais tout à l'heure que c'est pas une économie, moi je pense que c'est une véritable économie. Aujourd'hui, ce qui va nous manquer, nous les maires et leurs adjoints du CCS, ça va être de financement. Ça va être tout simplement de financement. On voit bien qu'aujourd'hui, pourquoi on regrette tant ce plan grand âge, c'est qu'on l'a dit plusieurs fois. Les villes ne peuvent pas être, et les CCS ne peuvent pas être le palliatif des déficientes de l'État et de ce lien ARS et département. Pourquoi je dis ça? C'est que c'est vrai que nous, la plupart des villes, on parle d'habitats, on va parler des résidences autonomie. Qui est-ce qui le supporte? Eh bien, c'est la collectivité. On va manquer de personnel, oui, mais comment est-ce qu'on va les trouver si on n'a pas un plan de formation qui est adapté? Vous parliez de l'ICOP ou de MaPrimeAdapt que vous avez mis en place. Aujourd'hui, moi, je reste persuadée que dans ce partenariat public-privé, il passe par quoi? Les aides à domicile. Les aides à domicile qui sont les mieux placées. Alors, il y a la Poste, oui, gratuitement. Il y a les aides à domicile. Non simplement parce que si on adapte un logement, ça sera bon pour elle, ça sera plus facilitant. Et puis, d'autre part, quand on fait MaPrimeAdapt, il faut ouvrir la porte à des ergothérapeutes et puis à des gens qui vont venir faire vos devis. Qui le fait? La plupart des fois, on dit aux parents, surtout n'ouvrez pas à n'importe qui. L'aide à domicile va être l'intermédiaire la mieux placée pour aider là-dessus, y compris sur ICOP. Pour eux, c'est très simple. Pour l'aide à l'isolement, pour le repérage et les fragilités dont vous parlez, voilà, il y a le voisinage, mais il y a aussi les aides à domicile. Voilà. Et pour revenir enfin à ce que disait Pierre-Olivier, cette vision holistique, en fait, que les maires veulent avoir aujourd'hui, ont besoin d'avoir. Ils ont besoin d'avoir, je le répète, pour les personnes âgées, mais aussi pour les familles monoparentales, etc., etc. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a des cibles sur lesquelles on doit travailler. Cette vision holistique, elle demande aussi, me semble-t-il, d'avoir une participation citoyenne. La plupart, rappelez-vous, c'est la grande mode. Le conseil municipal des enfants, conseil municipal des jeunes, les vieux, les personnes âgées, rien. C'est une évidence de mettre en place. Quand Pierre-Olivier disait, oui, qu'il nous faut sans doute un élu aux seniors, beaucoup l'ont fait. Ce qu'il faut, c'est que les maires leur donnent les moyens. C'est-à-dire donner une vraie identité et les vrais moyens à la fois de coopter les autres élus, vous l'avez parlé, sport, urbanisme, animation, CCS, etc., pour avoir et porter cette vision. Parce que le maire, il va monter un programme, maintenant il va falloir le réaliser. Et cette réalité va être complexe. Voilà, enfin, il y a peut-être un atout à travers ce que vous nous avez démontré et les enquêtes que vous avez menées et que nous menons aussi, c'est qu'on a ce fameux service public départemental de l'autonomie. Il ne se réalisera que aujourd'hui s'il y a une coordination sur les territoires.
et les territoires qui sont les villes, parfois les quartiers, et les spécificités qui peuvent être les QPV ou le littoral dont je vous parlais, ou le rural. Ça ne peut passer que par cet intermédiaire-là. Pourquoi? Parce que les maires connaissent, et leurs adjoints, et leurs services aussi, il faut pas oublier les services de la ville et des CCS, connaissent leur population. Aujourd'hui, on travaille à l'échelle, à la micro-échelle de quartier, ou à la grande échelle après pour les mobilités. Mais une fois de plus, n'oublions pas ces financements, ces besoins dont on va avoir, pour ne pas laisser les plus modestes. Pardon, mais c'est aussi mon rôle d'élu de l'UNICAS, et je pense que tous les maires qui sont là en sont conscients, ne laisser personne au bord du chemin parce qu'elle n'en aurait pas les moyens, et permettre effectivement d'avoir un vrai partenariat public-privé pour que ce plan grand âge à l'échelle des territoires, puisqu'il n'est pas loin de là au national, puisse se réaliser. Merci Isabelle. Alors comme on va s'adresser maintenant à 4 élus qui sont en campagne, on va essayer de conclure parce qu'il y a sûrement des déjeuners très importants qui se préparent ou des distributions de tracts. Non, peut-être pas à midi, mais bon. Non, sérieusement, on va faire le tour avant de conclure avec les 4 derniers élus et peut-être une fois de plus, voilà, pour dire à des maires qui forcément sont moins sensibilisés que vous. Si vous êtes ici, c'est que la question du grand âge vous est familière, vous l'avez déjà intégré. J'étais devenu, moi je le rappelle, en 2014 à Bourg-de-Péage, déjà parlé de cela et j'avais été stupéfait de voir à quel point j'avais rien à dire puisque tout était déjà fait. Mais voilà, peut-être un conseil modeste, hein, mais à vos collègues qui sont candidats ou à leur élection ou à la réélection, voilà, quels sont à la fois les éléments que vous poussez dans votre campagne et puis ceux que vous prenez en tout cas pour faire avancer la cause dans l'ensemble des communes de France. Alors peut-être Nathalie, justement, la liaison. Oui, bon, ce serait bien présomptueux que de donner des conseils. Et alors c'est vrai qu'en plus, nous sur notre commune, c'est vraiment un travail de longue haleine hein, que de s'occuper des personnes, les seniors. Nous on appelle ça les seniors. Alors nous avons une élue aux seniors. Voilà, des choses ont été mises en place. Ouais, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été fait. Peut-être aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, l'enjeu, au-delà de tout ce qui a été dit, et j'abonde sur tout ça, c'est de ne pas opposer les générations. Et on a vu qu'il y avait un débat qui était sorti, alors qui n'a rien à voir avec les collectivités, mais avec la SNCF. Et peut-être que l'enjeu à notre niveau, c'est de faire en sorte de dire dans nos villes, dans nos espaces, tout le monde a sa place et comment est-ce qu'on vit tous ensemble, quoi. Nous, on travaille beaucoup sur l'intergénérationnel aussi, mais ça, je ne peux pas le développer, ce serait trop long. Voilà, mais ne pas opposer les générations, on a besoin de tout le monde, il faut respecter tout le monde. Et ça, c'est un vrai défi. Voilà. Merci Nathalie. Hugo, à Fronton, en Haute-Garonne. Oui, affrontons comme ailleurs, j'imagine, pour reprendre les propos qui ont été dits, si on veut véritablement se saisir de ce sujet, en fait, on a plusieurs défis. On a une transition écologique, climatique, on a une transition démographique. Il a été dit ça serait un sujet de la présidentielle, mais faisons-en un sujet de cette municipale et que dans nos exécutifs municipaux et intercommunaux, eh bien, on est une vraie délégation à cette transition démographique. Alors, elle s'appelle politique des âges. Chacun la nommera comme il l'entend, mais qu'il y ait une approche vraiment systémique de tous les âges sur cette longue vie. J'aime bien le mot suisse, là, sur cette longue vie. Et je pense que ça sera un signe fort que dans nos exécutifs, ça soit une place prépondérante avec la même force que la transition climatique écologique, une délégation de transition démographique. Ah ben là, écoute, on boit du petit lait en t'écoutant parce que nous, on prône ça évidemment, et tu as bien raison de faire le rapport avec la transition numérique, la transition écologique et la transition démographique, 3 grandes transitions qui sont à traiter de cette façon-là, et tu as eu, comment dire, la discrétion de ne pas rappeler qu'en termes de prévention, un petit verre de Fronton par jour ne nuit pas à la santé des seniors et à la longévité. Damien. Utiliser les sujets et les problématiques et
et les grosses thématiques de transformation qu'on a devant nous pour essayer de faire émerger au cœur de nos territoires les meilleures des solutions. Ça a été dit, je ne sais plus par qui, je crois que par Isabelle, mais je ne sais plus qui l'a dit, sur la question de la jeunesse et notamment sur l'état de solitude et d'isolement dans lequel se trouve aussi la jeunesse. On est en train de développer ce qu'on appelle une brigade de solidarité, donc on est allé voir des jeunes premières pour aller leur proposer d'aller au contact des plus âgés pour leur lancer des messages de prévention liés aux arnaques, Internet, etc. D'abord, ça permet de faire une rupture contre l'isolement des personnes âgées, mais ça permet aussi à ces jeunes de retrouver aussi du sens et de l'utilité. Donc ça permet quelque part de répondre à ces deux problématiques. Donc là, on est sur le micro-projet. Hein. On a développé à Épinay un agent de convivialité, une personne de la mairie qui va voir des personnes âgées depuis 75 ans qui sont seules, juste pour leur dire bonjour, pour boire un thé, mais qui ne sont pas elle n'est pas travailleur social hein, pour le coup, mais elle est juste sympa et elle a juste de la bienveillance et l'œil qui pétille. Et parfois ça suffit. Évidemment, on n'est pas encore dans les grandes politiques publiques, mais je vais dire en 2 secondes. S'agissant de l'aménagement, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, sur l'aménagement urbain lié au NPNRU, c'est évidemment structurant et l'aménageur et sa maîtrise d'œuvre ont comme ligne de conduite sur la question de marchabilité et d'adaptabilité, cette question de la transformation démographique. Donc on va essayer, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, en tout cas on va y tâcher de répondre au quotidien le plus total, après la porte, même avant la porte, même dans l'appartement, et on va tâcher d'aussi préparer celles et ceux qui en auront besoin. On prépare déjà celles et ceux qui en auront besoin dans 10 ans, à préparer un territoire justement, et ça d'assumer le côté où il n'y aura pas de résultat forcément là, ici et maintenant. Moi j'assume ça très facilement, pour préparer les conditions de réussite au moment où on aura le plus besoin. Merci. Et puis Florence. Merci beaucoup. Alors je rejoins peut-être trois choses parce que encore une fois beaucoup de choses ont été dites, mais je rejoins ce qu'a dit Nathalie et Damien à l'instant sur ne pas opposer les générations, parce que ce qu'on va gagner d'un côté, on va le perdre de l'autre côté. Si on fait peser le vieillissement et qu'on considère que le vieillissement est une charge à nos jeunes générations, ça va nous coûter un fric fou en santé mentale. Donc essayons d'être intelligents en disant que le vieillissement est une richesse pour notre pays, est une richesse pour nos territoires, et comment on fait en sorte de ne pas le faire peser sur les jeunes générations. Ça c'est la première chose, et je rejoins complètement ce qui a été dit, hein. On a beaucoup opposé les uns aux autres. Deuxième chose, je remercie Marilène d'avoir parlé du plan Ban, et au-delà du plan Ban, je pense que ce qui est important aussi, c'est tout à l'heure on parlait d'expertise et donc Pierre-Olivier, le réseau Villamy des aînés, c'est un label qui est décerné, mais qui n'est pas un label décerné à vie, donc il nous oblige, et c'est bien comme ça. Et donc du coup, je pense que ce qui est intéressant, quand on parle d'un plan Ban, par exemple au Havre, on a un peu bousculé les marchés, et puis mes collègues qui sont en charge des éléments de voirie, en leur disant vos bancs on n'en veut pas, parce que en fait moi je veux un banc qui a été dessiné par les gens eux-mêmes. D'abord je les mets à l'endroit où ils me disent qu'ils sont utiles, et pas à l'endroit où eux ont décidé qu'ils le mettraient. Et puis ensuite le comité des aînés ou le comité d'usagers ont décidé leur propre banc, c'est-à-dire pas trop haut, pas trop bas, avec des assises, avec des accoudoirs, de manière à inviter à s'asseoir, mais aussi à inviter à se relever. Et donc je pense que ça c'est important. Et peut-être que ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'à un moment donné, certaines personnes ont des expertises d'usage. Tout le monde ne peut, même si on est dans cette société, que les médias nous rabâchent à longueur de journée, on est parfois dans des sociétés, on a l'impression que tout le monde a un avis sur tout. Et la réalité des faits, c'est que, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a des problèmes de frustration ou de gens qui ne se retrouvent pas dans les opinions publiques, c'est que tout le monde ne peut pas avoir un avis sur tout. Par contre, il y a des gens qui ont vraiment des expertises d'usage, et je pense que pour le coup, il faut vraiment les accompagner et leur permettre de se dire, bah là, vous nous avez donné une idée, vous nous avez véhiculé une façon de faire, et elle est utile parce que vous rencontrez des difficultés au quotidien, et c'est important pour nous de pouvoir vous accompagner. Et puis peut-être la troisième idée, même si on développe plein de choses dans d'autres programmes, mais je vais pas vous l'expliquer en 1 minute et demie, parce que le programme Bien vieillir au Havre est un programme qui sera très important dans la campagne du maire en campagne, mais effectivement
effectivement, la troisième chose, c'est qu'on a mis en place une plateforme d'acculturation à destination de tous sur le territoire havrais, parce que je pense que c'est important d'être toujours dans l'interconnaissance des dispositifs, parce que parfois on perd rapidement en lisibilité et en visibilité, et puis d'acculturation sur les sujets. La prime ADAP, par exemple, il y a un savoir-être, un savoir-faire. C'est pas la même chose que la prime Rénov'. On a en face de nous un public qui est différent. Il faut absolument avoir aidé et cranté en savoir-être et savoir-faire, des bailleurs sociaux qui pourraient nous identifier des profils de personnes qui ont besoin de nous. Il y a toute une série d'acculturation et de formation qu'on souhaite vraiment développer au maximum. Merci Florence. Pierre-Olivier, puis après je dirai un mot de conclusion. Oui, merci Luc. Oui, on n'a pas le plan grand âge maintenant. Par contre, il y a néanmoins le fonds d'appui territoire innovant senior grâce à des financements de la CNSA. Et je pense que c'est important pour les villes qui ont besoin de travailler leur stratégie, de bénéficier de ce fonds d'appui pour mettre en place, je dirais, les fondamentaux avec la démarche participative, le diagnostic de territoire et un plan d'action. Et ensuite, il y a des financements sur le plan d'action, y compris les bancs dont vous avez parlé, mais aussi les questions de communication, comment on atteint, je dirais, les bonnes cibles. Que sont les différents habitants âgés. Et puis en complément de tout ce qu'on se dit là, le réseau va sortir les incontournables des territoires amis des aînés, donc aller plus loin que les 10 points dont vous abordez, mais vraiment de creuser à travers une centaine de sujets pour que ce soit aussi, je dirais, un outil du quotidien, en fait, pour justement pas morceler les questions de la longévité, mais de se dire comment les habitants âgés peuvent se dire « Ah, mais oui, en fait, c'est aussi fait pour moi ». Et puis revaloriser le travail qu'ont fait les territoires labellisés. Florence en parlait, mais maintenant on sort tous les ans un baromètre ce que veulent les vieux, et c'est l'écho des démarches participatives des territoires qui sont impliqués. Et ça donne aussi aux élus des indicateurs pour se dire mais j'avais pas pensé que ça c'était aussi important pour les gens. Et ça croise aussi les plans de mandat et ça se complète bien. Voilà. Merci Pierre-Olivier. Écoutez, merci à tous et à toutes. Moi, c'est très important que toutes vos associations d'élus se soient mobilisées pour ce webinaire, et puis il va se mobiliser aussi dans les jours qui arrivent, puisque du coup on va sortir le document, donc vous êtes tous copropriétaires, et voilà, je voulais remercier, alors elle est là, Éléonore de la Varde, qui est discrète là, qui est présente, mais elle est en charge désormais des territoires à la CNSA, et donc c'est un voilà, tu t'affiches, voilà, et donc il y a quelqu'un maintenant aussi en référence à la CNSA autour de ce que vient de dire Pierre-Olivier sur la question des territoires. Un mot aussi sur le plan grand âge. Bon, vous avez peut-être vu, j'ai vu quelques expressions dans la presse ces derniers jours. Moi, je pense qu'il fallait le repousser un tout petit peu parce qu'il n'était pas mûr, mais il faut absolument pas qu'il soit cancellé. Donc, et surtout pas qu'il attende 2027. Donc, voilà, il va falloir vraiment qu'on insiste sur le fait que ce plan doit être un tout petit peu mieux préparé. Je pense d'ailleurs qu'une grande partie des fédérations d'élus que vous êtes n'avaient pas été consultées. Donc, tout ça, ce travail, il faudra le faire dans les prochaines semaines, et pour aboutir à quelque chose qui, au mois d'avril, pourrait être un plan comme nous le souhaitons. Mais il y a un autre plan tout aussi important, c'est celui que vous allez mettre en œuvre dans vos communes et intercommunalités, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout ne dépend pas de l'État, et tous les sujets qu'on vient d'aborder là, eh bien, vous êtes largement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des questions de financement, mais vous êtes quand même à la manœuvre, et vous avez sûrement sur votre territoire autrement plus de pouvoir que n'importe quel ministre délégué à l'autonomie. Je rappelle les 10 points très vite. 1. Adapter les logements. Certes, c'est pas vous. Certes, c'est ma prime ADAP, c'est les caisses d'assurance retraite. Bon, mais enfin, c'est vous qui, à un moment donné, allez orienter, conseiller, dialoguer avec les bailleurs sociaux de votre commune. Changer ses choix pour un habitat plus adapté. On a vu que là, c'était largement vous. C'est en grande partie les maires qui vont dire oui, non à une résidence senior, à un habitat inclusif, à un habitat partagé sur leur commune. Lutter contre l'isolement, pas besoin d'aller plus loin. Vous avez tous
souligné le rôle majeur des communes et des CCAS sur cette politique de aller vers. La question de l'intergénération, vous l'avez dit vous-même à plusieurs reprises. L'adaptation de la voirie, c'est parfois, dans ces petits détails de la vie quotidienne qui permettent de changer la vie des gens. Les feuilles qui tombent, les trottoirs mal fagotés, les passages piétons mal synchronisés. Voilà, le CEREMA d'ailleurs a beaucoup travaillé sur ces questions-là et sert de source d'information pour nombre d'élus locaux. La question de la prévention, vous l'avez dit aussi, vous avez plein de leviers à travers le CCAS, à travers vos clubs sportifs, à travers les activités physiques, le sport. On a vu le développement des maisons santé, je sais plus comment ça s'appelle, santé service, ou enfin il y en a 500 en France maintenant. Vous m'excusez, là, j'ai plus le nom en tête. Les maisons sport santé, pardon, je crois que ça s'appelle. Il y en a 500 en France quand même, hein, depuis 2 ou 3 ans qui se sont développés et qui qui ont été labellisés. Là aussi, faut continuer cette évolution. L'adaptation des mobilités, ça a été dit. Avec Mathieu, nous étions jeudi dernier à Marseille, où nous avons été très agréablement surpris, pas surpris, mais bien reçus par la Régie des Transports Marseillais, la RTM, la RATP du Sud. Et voilà, des innovations pour permettre une meilleure acclimatation des seniors dans les tramways, dans les métros, dans les bus. C'était vraiment un travail qui doit se dupliquer partout ailleurs. L'accès au droit, l'information, le numérique, on voit bien que la question de l'électronisme est majeure et il y a beaucoup d'entre vous qui avaient développé ou qui se sont fait financer des conseillers numériques, notamment dans les CCAS, qui ont permis aussi ces formations au numérique. La participation citoyenne des seniors, vous l'avez évoqué, alors soit à travers des instances spécifiques, des conseils des aînés, soit au contraire dans le droit commun, et que tous les conseils des citoyens, on sait souvent d'ailleurs, pour avoir été moi-même élu local, que souvent dans les conseils citoyens, c'est plutôt quand même les retraités qui se mobilisent en proportion plus fortement. Hein. Donc voilà. Et puis enfin, la question de l'élaboration d'un plan stratégique 2030 pour essayer d'avoir un plan stratégique, un peu comme le sont les analyses des besoins sociaux dans les CCAS, qui permettent d'élaborer une politique sur le moyen terme. Voilà les sujets que nous allons pousser dans les prochains jours, dans les prochaines semaines jusqu'aux élections municipales. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été avec toutes vos fédérations d'élus présents pendant cette heure et demie. Nous allons faire vivre une fois plus ces idées. Vous êtes convaincus, mais vous allez vous-même évangéliser vos collègues pour que, sur toutes ces questions-là, on se dise que, à défaut de plan grand âge, il y a une vraie impulsion donnée par les collectivités locales autour de ces enjeux. Merci à vous tous. À très bientôt et je remercie particulièrement Mathieu Alapetite qui a été à l'origine de tout cela et qui a produit une note que vous allez avoir sur vos boîtes mail, qui a été l'architecte non seulement de cette réunion, mais de ce sondage fait avec nos amis tout à l'heure et la Fondation Jean Jaurès. Donc merci à lui et on vous livre tous ces outils, toute cette brochure dès demain. Merci, à bientôt. À bientôt et bonne campagne. À bientôt.